Bonjour, bienvenue à vous sur Médiane TV dans On se dit tout. Alors on le dit, les adultes le disent, les enfants peuvent parfois être très difficiles les uns avec les autres, mais parfois malheureusement cela porte un nom, ça s'appelle du harcèlement. On en parle justement dans quelques instants avec nos intervenantes. Et puis après, un autre sujet, cette fois-ci une interview santé sera consacrée à l'hépatite C, le point sur l'hépatite C avec le docteur Mounia Alaoui. Restez avec nous pour les détails dans On se dit tout. Donc aujourd'hui, nous parlons du harcèlement, quel danger pour nos enfants, et on en parle justement avec vous. Amal Hassoun, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Vous êtes formatrice certifiée en discipline positive, parents et enseignants. Et Mariam Bouzidel Araqi, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, madame. Merci. Merci d'être là. Vous êtes présidente de l'association Sourire de Reda. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté cette discussion autour d'un sujet qui n'est pas évident, qui est parfois difficile, puisque malheureusement, le harcèlement peut mener pour certains enfants à un acte ultime de désarroi. Nous allons essayer de discuter tout cela, bien sûr, sans culpabiliser les parents, ni les adultes, ni les enfants, mais essayer de comprendre. Et vous allez me dire si, au bout d'un moment, il faudrait quand même les culpabiliser, mais ça, on y arrive au fur et à mesure de la discussion avec vous. Mariam Bouzidel Araqi, d'abord, l'association Sourire de Reda, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, je peux. Merci. Sourire de Reda est une association qui s'est créée suite à ce qu'a déclenché un drame, qui est le passage à l'acte suicidaire d'un adolescent de 13 ans et demi, qui était mon fils, là, et en fait, ce drame a révélé quoi? Il a révélé d'une part que les enfants et les adolescents pouvaient souffrir énormément, d'autre part que certains d'entre eux peuvent souffrir dans le mutisme. Et la troisième chose, c'est que cette souffrance pouvait conduire, quand elle est vécue dans l'isolement, pouvait conduire au passage à l'acte tel que le suicide. Donc souffrir au point de penser que mourir serait une solution pour arrêter la souffrance. Et donc l'association, depuis ? Donc l'association existe, en fait elle a commencé en 2009, donc ça fait à peu près 8 ans maintenant, un petit peu plus de 8 ans. Alors on agit sur un premier plan au niveau de, on va dire, au niveau de la société, donc par de grandes campagnes nationales qui sont annuelles. En général, ça tourne autour du mois de février, sachant que le mois de février est la journée nationale de prévention du suicide des jeunes au Maroc et que c'est la journée internationale de prévention du suicide dans les pays francophones. Donc là, on fait vraiment de la sensibilisation grand public. Donc, bien entendu, on va sensibiliser les enfants, les adolescents, mais on va sensibiliser aussi les adultes. Parce qu'un message qui est envoyé d'appel au secours doit être reçu. Il y a l'émetteur et le récepteur. Alors justement, on va développer tout cela au fur et à mesure et vous aurez l'occasion à chaque fois de revenir sur les différents points concernant l'association. Donc malheureusement, vous l'avez vécu dans votre chair. Les conséquences du harcèlement. Mais pour justement les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi le harcèlement ? Cette ligne fine entre, on va dire, les blagues entre enfants, entre jeunes, et le harcèlement, Amal Hassoun. Je pense que c'est important cette ligne de la discerner. Et qu'est-ce qui fait que ça devient du harcèlement? Le harcèlement, ce sont bien sûr des gestes négatifs qui sont posés par un individu ou un groupe d'individus envers une personne, mais avec un caractère répétitif. Ça peut être d'une manière directe ou indirecte, par exemple à travers un cyberespace. Et quand je dis gestes négatifs, ça peut être les moqueries, des coups, des humiliations dans le sens on va se moquer de son physique, on va se moquer de ce qu'il fait, on va le rejeter. Donc c'est vraiment cette violence qui est répétée au quotidien ou d'une façon récurrente. C'est important de discerner les petits gestes, les petites disputes. Et des fois, quand c'est violent,
quand il y a une bagarre violente, quand il y a des disputes violentes, on parle de harcèlement, les parents, parce que de plus en plus il y a de la sensibilisation dans ce sens, et forcément les parents, les enfants parlent de harcèlement, alors que le harcèlement, il y a le caractère répétitif, et il y en a d'autres où c'est du harcèlement du premier niveau, c'est-à-dire des regards, on va toiser la personne, on va faire des sourires en coin, mais d'une façon assez répétitive. On va lui casser son stylo, on va lui ouvrir sa trousse. Et ça, c'est vraiment le harcèlement. Des fois, on peut passer à côté parce que ça n'a pas la même violence qu'une bagarre que l'on voit éclater dans une cour de récré, ça n'a pas la même violence visible, en fait. Visible. On ne voit pas cette violence physique visible. Alors, à travers justement l'association, il y a de l'échange avec ces jeunes, Miriam El-Araqi. Qu'est-ce qu'on vous raconte justement comme violence subie, comme harcèlement vécu? La manifestation, qu'est-ce que ces jeunes vous racontent? Les manifestations, elles sont tellement différentes, mais en même temps, elles revêtent toujours le même, un petit peu le même habit. Hein. C'est la perception que le jeune a, celui qui se sent en souffrance, celui qui se sent agressé. La perception qu'il a, c'est qu'on ne l'aime pas, qu'on lui veut du mal, que tout le monde ne veut pas de lui. Alors ça peut être des situations extrêmement différentes. Comme l'expliquait à l'instant Amel, ça peut être en effet juste une mise à l'écart par les pairs. Ça peut être une mauvaise blague qu'on lance dans la cour ou qu'on lance sur un réseau social, d'accord, et puis qui commence à créer réellement une vague de rumeurs. Et puis évidemment, c'est là que se créent les groupes, d'accord, et ensuite l'exclusion. Ça peut être aussi être blessé par une insulte, alors qu'elle correspond peut-être à quelque chose, mais encore une fois, à l'image de soi, et qu'automatiquement, on va vivre de manière dramatique. Vous savez, tout peut devenir acte de violence, perçu comme un acte de violence. Au départ, ça peut être quelqu'un qui est très bon en classe et du coup, dire oh, c'est toujours le meilleur. De toute façon, faut arrêter. Voilà, c'est pareil. C'est où on est trop bon, où on est mauvais, où on est nul. Donc, on peut aussi avoir une perception, encore une fois, de violence de la part de la classe, d'accord. Voilà, il y a pas de. Est-ce qu'il y a un âge aussi particulier où ça peut commencer à n'importe quel âge? Ça commence très tôt. Je pense que ça commence à la sociabilisation, donc une fois qu'on rentre à l'école, à partir de la maternelle, ça commence. Ça commence par les vols de goûter, ça commence par on tire un petit peu les cheveux, on pousse un petit peu dans la cour, le cartable qui est moche, le machin. Ça commence très tôt. Mais justement, ça commence très tôt, on pique le goûter, le cartable justement qui est moche. Enfin, mais qu'est-ce qui motive en fait un enfant, on va dire déjà en maternelle, pour s'en prendre à un autre enfant, Amel Hassoun? Déjà, les enfants n'ont pas encore l'empathie nécessaire pour voir la souffrance et les dégâts causés par leur acte. Ce qu'ils voient, c'est que je prends le pouvoir et que l'autre ne réagit pas. Alors, qu'est-ce qui fait que l'autre ne réagit pas? C'est ça la question, dans le sens où un enfant, normalement, il se défend. Quand on lui prend son goûter, il a envie de le récupérer. Mais il y a des enfants qui ont reçu des injonctions. Il faut être gentil, il faut être poli, on n'est pas violent, on n'agresse pas. Et du coup, lui, il s'interdit de réagir quand il se sent agressé, il n'a pas encore la capacité de se défendre. Des fois, on lui dit il est plus petit que toi, c'est le fils de la voisine, on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Et donc, ils reçoivent des interdictions, ils se donnent des interdictions, et en fin de compte, ils se laissent faire. Ils se laissent faire, ils ne sont pas respectés, ils viennent se plaindre, ils attendent la protection de l'adulte, l'adulte n'arrive pas à trouver la bonne réponse et ça va faire... boule de neige, effet boule de neige. Voilà, boule de neige. Il y a des enfants qui se font bousculer et c'est la maîtresse qui va intervenir à tous les coups et donc ça devient l'élément fragile. Donc en fait, si j'ai bien compris, initialement, c'est un déséquilibre de sociabilisation, c'est bien ça. Mais en même temps, chez les tout petits, mais en même temps qui va être accentué par, si j'ai bien compris bien sûr, l'éducation des parents. C'est ça, avec les injonctions, parce que quand vous dites on frappe pas, on touche pas, ça c'est en fait
comment on inculque à nos enfants la politesse. Et ça, c'est le b.a.-ba. On ne pique pas le goûter des autres. Et donc, quand lui va se faire, entre guillemets, attaquer par son petit camarade, il va se laisser faire parce qu'on lui a dit que ce n'était pas bien d'attaquer. Bien sûr. J'ai bien saisi? Moi, je voudrais juste... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. C'est quand vous dites un déséquilibre de sociabilisation. Je crois que l'enfant, et puis ce qu'il a appris à la maison, l'éducation qu'il a reçue, puis les valeurs qu'il a reçues de partage et de communication sont celles qu'elles sont. Ce qui fait que ça démarre très tôt, c'est que c'est la première fois que l'enfant va arriver dans un environnement où il ne connaît pas les gens. D'abord, il arrive avec plusieurs élèves, et puis il arrive avec un adulte qui n'est pas celui qu'il a éduqué, c'est pas sa famille, c'est pas les gens qu'il a l'habitude, les personnes familières. En fait, c'est là qu'il va apprendre, qu'il va découvrir un autre fonctionnement de sociabilisation. Donc c'est là que logiquement, on va installer d'autres règles, un autre cadre de sociabilisation qui n'est pas nécessairement celui de la maison. Tout à fait. Bien sûr, on va essayer de respecter, mais ça de fait, puisque l'enfant vient avec des valeurs particulières et un mode de fonctionnement particulier. Chaque enfant est particulier dans son fonctionnement au niveau de sa communication. Donc, il faut trouver un cadre qui va permettre à l'ensemble de la classe, avec l'enseignante, avec la maîtresse, d'accord, ou la surveillante, avec tout ce monde-là, d'accord, nouveau pour lui, c'est de savoir justement comment est-ce qu'on va communiquer ensemble. Et c'est peut-être ça qui manque, et c'est peut-être ça qui fait la différence dans les classes et dans les établissements. Dans des établissements, on va travailler. C'est là que commence tout. Parce que c'est là qu'on va commencer à se confronter avec l'autre. Parce qu'avant, on est protégé dans un milieu familial. Donc là, c'est le premier moment où nous allons être confrontés avec l'extérieur. Et les bases vont être installées à ce moment-là. Les premières informations vont être installées à ce niveau-là. Amel ? Et c'est là où les encadrants, c'est-à-dire dans la maternelle, en maternelle, il y a cette vigilance à avoir, parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui arrivent quand même avec des injonctions, parce qu'on leur a dit il ne faut pas piquer le goûter, il ne faut pas faire. Il y en a d'autres qui, voilà, pour eux c'est ok, ils vont, à la maison on les a laissés faire comme ils l'entendaient, et du coup le petit à qui on a donné ces injonctions, il se sent bloqué quelque part, il s'interdit, et c'est là où il y a un rôle important des accompagnateurs, que ce soit l'enseignant, la surveillante ou toute personne qui a à charge un enfant, doit être vigilant et voir qu'il y a un déséquilibre dans le rapport. Et justement, dans le harcèlement, on parle de harcèlement quand il y a un déséquilibre et quand c'est répétitif. C'est toujours le même enfant qui va subir les mêmes choses. Parce qu'il peut y arriver un jour où c'est cet enfant à qui on a piqué le goûter, il va piquer le goûter, et voilà, il ne se dit pas c'est toujours moi. Alors que lorsque c'est toujours le même enfant, là il faut s'inquiéter et faire... Alors on y va justement petit à petit, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête, on va dire, d'un harceleur? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va décider de s'en prendre à un autre en particulier? Déjà, tous les enfants, quand ils arrivent, les enfants qui ont des particularités, sont plus exposés. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des particularités vont être harcelés, mais il y a plus de risques, il y a une fragilité, c'est-à-dire un enfant qui est plus grand de taille, un enfant qui est plus petit, plus gros, qui a un tic, un enfant, voilà. C'est déjà des cibles potentielles. La couleur des cheveux, la couleur de la peau, tout peut devenir sujet à des moqueries. Et après, c'est comment l'enfant va gérer. Après, il y a des enfants à qui les enfants rois, voilà, ils n'ont pas l'habitude d'être contrariés, ils peuvent avoir des réactions exacerbées, et là, ils deviennent une cible. L'enfant, pareil, l'enfant à qui on n'a pas donné des règles de vie et de bienséance, il ne sait pas comment se tenir, il va rôter, par exemple, et du coup, on va se moquer de lui. Un enfant à qui manque des habiletés sociales, il ne sait pas communiquer, ça va lui... Donc il n'y a pas un profil particulier? Alors, vraiment, il y a un profil, il y a la vulnérabilité qui est là, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont vulnérables vont devenir Mais justement, est-ce que ça ne serait pas le dénominateur commun? Parce que, justement, l'enfant se fait harceler parce qu'il est vulnérable,
et sa vulnérabilité se voit, elle est perceptible par l'autre en face. Oui, qu'elle soit physique ou comportementale. C'est ça ce qui est important. Plus comportementale peut-être? Parce qu'un enfant qui est, on va dire, qui a une particularité physique, mais qui a une forme d'affirmation de soi, bien sûr, va bloquer le processus. J'ai vu une maman préparer son enfant, son fils, qui devait passer au collège, qui était pas très grand de taille. En plus, il avait sauté une classe, donc il faisait encore plus petit que les autres. Elle l'a juste préparé et c'est passé. Bien sûr, ils se sont attaqués à lui le premier jour, mais il leur a dit passer, il n'y a rien à voir. Et donc, il a su se défendre. La maman l'avait si bien préparé que ça s'est passé magnifiquement bien. Par contre, les enfants qui ne savent pas, qui ne sont pas préparés, qui ne savent pas réagir parce qu'ils ont une différence et ils sont attaqués sur cette différence, eh ben c'est une perte d'estime de soi. Ils vont dans quelque chose de vicieux, ils vont se refermer et plus ils se font petits et ils se renferment, plus ils deviennent cibles et là ça devient un cercle vicieux. Alors justement, Madame Laherraqi, on n'embête pas un enfant qui sait si bien se défendre. Justement, un harceleur ne va pas attaquer un enfant qui sait se défendre, il va le sentir en fait. C'est comme des ondes qui passent entre les êtres humains. Amel disait à l'instant, on prépare les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut préparer les enfants de la même manière qu'on les structure dans leur éducation à la politesse, aux règles de sociabilisation? On les prépare à entrer en guerre avec d'autres enfants? Pas forcément en guerre, mais... Forcément en guerre, mais voilà, en tant que maman, je me pose la question. Mais forcément... Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au premier pas vers la sociabilisation extérieure, d'accord? C'est très tôt. Bon, c'est jamais trop tard, comme dit Amel, on peut toujours le faire au collège ou quand on en prend conscience. On apprend... Enfin, ça, c'est notre avis à sourire de Leda, hein, mais... faire la guerre, ça veut dire que demain je suis harceleur, hein. D'accord? Oui. Donc on rentre dans une dynamique qui est une dynamique de pouvoir. C'est pas comme ça qu'on va résoudre une situation, que ce soit parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui est victime peut devenir harceleur. D'accord? Donc celui qui est harceleur peut devenir victime. Donc c'est quelque chose qui tourne de manière assez entre guillemets perverse. Non, on va apprendre à l'enfant à être bien dans ses pompes quelque part. Ouais. On va apprendre à l'enfant à accepter déjà ce qu'il est, donc à lui donner une estime de soi qui soit suffisamment forte. Et ça, on va l'apprendre dès qu'on peut, dès qu'on prend conscience que l'enfant, bon ben, il n'a pas l'air bien, il a l'air toujours un peu timide. Ok, on peut être timide, mais être bien dans ses pompes. Si par exemple l'enfant sort de l'école, justement, il sort tristouné, il pleurniche, maman, mes copains m'ont volé mon goûter. Est-ce que parfois vous avez cette réponse des parents, mais il faut apprendre à te défendre? Est-ce que cette réponse vous va? C'est la majorité des réponses que l'on a. C'est la majorité, c'est-à-dire que on nous a appris dans notre conscience collective, dans notre société, je dois me défendre. Vous entendez en général, la vie c'est une bataille, il faut se battre. Bah, écoutez, donc ça, on l'entend tout le temps. Ouais. Donc, logiquement, on va commencer à entendre. Non, il faut que je sois fort, il faut que j'apprenne à me défendre. Donc, soit je sais me défendre, soit je ne sais pas me défendre. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez un enfant, quand ils sont petits, ben, vous voyez bien, ils jouent très bien entre eux. Il y a un moment donné où il faut être peut-être médiateur, c'est-à-dire leur apprendre à dire « Attends, là, tu vas un peu trop fort, tu as frappé un peu trop fort ». Quand ils sont petits, c'est pas volontairement qu'on tape sur l'autre, c'est parce qu'à un moment, ça dérive, ouais. D'accord? Donc c'est là, il faut créer une médiation et puis leur donner des outils pour leur dire « Bon, ok, tu voulais faire ça, est-ce qu'il y a un autre moyen de le faire? Parce que là, regarde, tu as fait mal à quelqu'un. Comment tu pourrais le faire autrement ?» Et puis l'autre va dire, oui, mais tu m'as fait mal. Donc oui, c'est important déjà de donner la possibilité à l'enfant d'exprimer. Mais d'exprimer déjà quand il ne va pas bien, donc ça c'est très jeune. Et puis d'exprimer aussi, de dire à l'autre, écoute, là ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as pris trop d'espace par rapport à l'autre. Tu as récupéré par exemple son jouet ou son goûter. Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse la même chose, toi? Mais okay, ça va être la présence de l'adulte. Si l'adulte assiste. Mais ce sont des enfants. Je crois que c'est important. Quelque part, c'est apprendre à un enfant à être bien dans ses baskets, apprendre à l'outiller pour l'avenir, c'est lui apprendre à être autonome, à être responsable. On ne peut être responsable
que si on est dans le respect de l'autre. Absolument. Et si on est capable de voir en l'autre. Alors, au départ, c'est vrai que la conscience de l'empathie ou de la compassion n'est pas vécue par l'enfant telle que nous la concevons, nous. C'est une histoire de neurosciences aussi. C'est une, oui, bien sûr, toute conscience. Mais on va lui apprendre, justement. Et lui apprendre, ce sont des choses qui ont beaucoup de bon sens. Hein. C'est que si je vois que l'autre pleure, ça ne veut pas dire que l'autre a fait exprès. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et comme on le dit, il y a eu un déséquilibre dans la situation, d'accord, dans l'alchimie entre les deux, dans la relation qu'il y a eu, il y a eu un déséquilibre où les deux sont responsables. Il n'y en a pas un qui est responsable plus que l'autre. Un a subi trop longtemps et l'autre, ben, il a été impulsif, il a fait des choses, c'est un enfant, il n'a pas fait attention que. Mais il a subi trop longtemps, est-ce qu'il avait moyen de se défendre? C'est justement là le processus. Souvent, ils le font. Souvent, il dit « Ah, ça suffit, tu me fais mal », ou alors il va faire comme ça. Ou alors, ce sont des modes de dire « ça suffit ». Ouais. Je suis en train, il faut aussi... Je pense que c'est important quand on est adulte, hein, mais quand on est... Il y a un langage chez l'enfant ou chez l'adolescent qui est très puissant et qui n'est pas nécessairement verbal. Et souvent, on nommait ce langage-là. La gestuelle est extrêmement importante et très expressive chez un enfant et chez un adolescent. Pour qu'elle soit détectée par l'adulte. Oui, il faut regarder. Mais alors vous dites justement, les enfants doivent être encadrés, bien sûr, quand ils sont tout petits, en maternelle, dans les toutes petites classes, ils sont vraiment encadrés, même dans la récréation. Mais dès qu'ils commencent à grandir, par exemple dans la cour, eh bien, il y a 1 ou 2 surveillants pour surveiller énormément d'élèves. Alors justement, le rôle de l'adulte en tant que médiateur, est-ce qu'il ne faut pas renforcer... Il ne faut pas renforcer les effectifs dans les récréations. Est-ce que c'est ça la solution? Alors, d'abord, moi j'ai envie de dire qu'en maternelle, dans les petites classes, on gagnerait énormément à travailler sur les habiletés sociales, c'est-à-dire leur apprendre justement toutes ces compétences qu'ils n'ont pas d'une façon innée et de leur apprendre à être en relation, à savoir dire non mais sans agressivité, à savoir demander quelque chose. Ils ont besoin de ça parce qu'ils ne le savent pas et ils suivent les modèles de l'adulte. En général, l'adulte, il est énervé, il va arracher à l'enfant un jouet, il va lui dire remets-toi, et l'enfant va reproduire et il va voir aussi les petits copains comment ils fonctionnent. Alors dans la cour de récré, c'est vrai qu'il manque des effectifs et moi je trouve l'idée intéressante, c'est de former des jeunes aussi à devenir médiateurs. C'est vrai que les effectifs, il y a toujours un manque d'adultes, mais ceux qui font aussi un excellent travail, on le voit dans les établissements scolaires où on va choisir des enfants qui ont des habiletés sociales et on va les former à la médiation. Vous les accompagnez à travers l'association ? Alors, dans cette formation à la médiation, ça serait génial. On n'en est pas encore là, hein, à Sourire de Reda. Mais pour moi, ça c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Il y a des établissements qui l'ont. Ça existe dans certains établissements. Vous voyez les enfants, les plus grands, avec des gilets de couleur, avec médiateur écrit, et ils se promènent dans la cour. Ils vont identifier dès qu'ils voient une dispute, ils vont intervenir. Ils ont les mots, ils ont l'âge, ils n'ont pas l'enfant ne craint pas l'autorité, parce que ce qui se passe quand l'adulte intervient, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas cette vigilance, il peut envenimer le problème. Il pense avoir résolu le problème là, à l'instant T, mais en fait, il ne fait que décaler et des fois, ça prend une ampleur différente. Certains spécialistes disent justement attention à l'implication des adultes. Pourquoi? Parce qu'un adulte qui va intervenir, il va envoyer un message, à l'agressé en lui disant qu'il n'a aucune compétence sociale, qu'il est incapable de s'en sortir, qu'il a eu besoin de l'intervention de l'adulte, et envoyer aussi un message à l'harceleur en lui disant tu es quand même fort, il a eu besoin de moi pour s'en sortir avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce raisonnement? Alors, moi je suis en partie d'accord et pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a
des moments où l'adulte doit intervenir. Quand le harcèlement est installé, quand l'enfant n'a pas su se défendre, il y a besoin de faire cesser, et des adultes formés peuvent intervenir et faire cesser. Bien des entendu, adultes formés, bien sûr. Formés, parce que c'est vrai qu'il faut garder une forme d'objectivité, oui. parce que quand on n'est pas formé, on prend parti, on va juger juste cet instant qu'on a vu, on peut être renvoyé à notre propre vécu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec prudence. Par contre, un enfant, par exemple, dans les petites classes, comme le disait Myriam, il est là pour poser le cadre, mais il doit garder l'œil sans courir et voler au secours tout le temps du même enfant. Parce que l'enfant peut le recevoir comme je ne suis pas capable de me défendre tout seul. Et on le voit les petits derniers ou dans la famille où les parents volent au secours du petit dernier. Le petit dernier, il a toujours raison parce que c'est le petit, c'est le plus faible et on le croit faible alors qu'il n'est pas du tout faible. Et plus on vole à son secours parce qu'on dit le grand va l'attaquer, plus on développe chez lui, on empêche de développer les capacités à gérer son conflit. Parce que les conflits au sein de la fratrie, ils sont sains. Ils sont sains et on revient là-dessus. Mais comment outiller ces enfants et surtout, quel risque si cet harcèlement n'est pas canalisé? Eh bien, on revient, merci beaucoup mesdames, avec vous sur cette discussion juste après la pause, sans oublier aussi l'interview santé avec le docteur Monia Alaoui, gastro-entérologue. À tout de suite. Et on revient pour cette deuxième partie d'On se dit tout aujourd'hui sur Médiane TV. On fait le point sur le harcèlement, quelles conséquences et quels risques pour nos enfants et surtout comment les outiller à justement éviter ce genre de comportement relationnel. En tout cas, on en parle avec deux spécialistes. Amal Hassoun, formatrice certifiée en discipline positive parents et enseignants. Merci beaucoup d'être là. Et Myriam Bouzidel Haraqi, présidente de l'association Sourire de Reda. Merci beaucoup madame d'être avec nous. Dans un petit moment, on va parler d'autre chose. On va parler d'hépatite C, c'est pas avec vous, c'est avec le docteur Monia Alaoui. Elle sera mon invitée en fin d'émission. Mais avant, revenant sur deux axes très importants de cette thématique d'aujourd'hui. Outiller les enfants pour se protéger contre le harcèlement et en même temps, quelles conséquences et quels risques, parce qu'on parle justement de passage à l'acte dramatique comme signal fort pour arrêter la torture du harcèlement. Outiller contre le harcèlement, c'est vraiment pour les deux personnes, pour la personne qui subit le harcèlement, mais aussi celui qui est amené à harceler. Vous êtes d'accord, Madame Haraqi? Oui, tout à fait. Je pense que outiller un enfant, encore une fois, un enfant d'abord, si on peut, qu'on se rend compte de l'importance de la chose, et puis outiller même un adolescent. Bon, pour outiller, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut, on peut responsabiliser. Nous, en tout cas, dans le cadre de l'association, on croit beaucoup en la capacité de l'enfant ou du jeune, d'accord, à changer la situation dans laquelle il vit. Sauf qu'il y a un moment donné où il est quand même dans un cadre avec des adultes. Et on a parlé de l'apport aussi de ce que peut faire un adulte, un enseignant, une maîtresse, un surveillant, pour pouvoir agir sur une situation de harcèlement. Mais tout ça, ça ne peut fonctionner que s'ils sont réseautés, que si tout le monde a le même message. Parce que si j'outille, moi, un adolescent, ou même un groupe d'adolescents, comme aujourd'hui les jeunes de Sourire de Reda, oui, ils sont capables de devenir des médiateurs. Mais si le lycée, si la structure, elle, n'est pas engagée, si elle-même ne porte pas le même message, on met en danger nos médiateurs. Et de toute façon, ils ne peuvent pas agir. Ils ne peuvent pas mettre un gilet médiateur si l'établissement ne l'autorise pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on peut outiller des enfants à la maison, c'est déjà énorme, oui. Maintenant, comment? Eh bien, écoutez, je pense que les parents, il y a aujourd'hui beaucoup de formations, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles sur Internet. Je pense que quand on a envie de s'intéresser, on a envie d'y arriver, comme le cas de cette dame. Aujourd'hui, la formation est très disponible. Il existe des personnes extrêmement intéressantes ici, à Casablanca, à Rabat, au Maroc, de manière générale, d'accord, qui peuvent accompagner un parent en questionnement, de savoir comment je peux faire fonctionner pour l'aider. Okay, et puis de poser aussi la question aux jeunes. Je crois qu'on omet très souvent, encore une fois, de dire aux jeunes, bon, écoute, tu as l'air pas bien. Est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble?
qu'est-ce que tu pourrais faire et comment je pourrais t'aider? Mais lui redonner l'initiative. Ça commence par ça, c'est redonner l'initiative aux jeunes de la vie qu'il a à mener et de ce sur quoi il peut agir et transformer. On pense que c'est toujours à nous de faire. Mais quand c'est des cas quand même extrêmes, quand l'enfant, par exemple, refuse de repartir à l'école, refuse de remettre les pieds à l'école, certains disent pourquoi ne pas développer des flèches, ce qu'ils appellent des flèches de réaction, c'est-à-dire outillées vraiment avec une réponse bien construite grâce à l'aide d'un spécialiste, bien sûr. Mais là, on parle déjà d'un enfant qui est harcelé. Là, je parlais d'un enfant l'outillé en prévention. En prévention, bien sûr. Parce que la chose la plus intéressante, ça reste quand même de faire de la prévention. C'est en amont. D'accord? C'est en amont. Ce sont des discussions qu'on peut avoir dans la famille, ce sont des discussions qu'on peut avoir dans des classes, ce sont des discussions qu'on peut avoir dans le bus, etc. C'est ça. C'est déjà laisser l'initiative et puis lui donner, voir qu'est-ce que lui a comme ressources. Parce que lui, il sait ce qui fonctionne pour lui. Et puis de repérer la chose. Bon, je dis en gros. Hein. Maintenant, vous parlez d'une situation de harcèlement avéré. Donc là, on est sur autre chose. Dans une situation de harcèlement avéré, il faut être très, très, très vigilant. Parce qu'en effet, on peut se dire, je vais t'outiller, tu vas faire ça et tu vas y arriver. Oui, je peux. Il faut être sacrément accompagnateur. Parce que oui, il faut lui redonner la confiance en lui. Et à ce moment-là, il faut l'accompagner, mais pas encore une fois, comme tout à l'heure. Ah non, mais écoute, il faudrait que tu te défendes, il faudrait que tu... C'est pas simple de lui dire, tu subis, et en même temps, non, tu deviens toi. C'est toi qui dois reprendre le pouvoir. C'est pas simple. D'accord? Maintenant, comment est-ce que j'interviens? Faire intervenir l'adulte, c'est pas toujours bon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une situation de harcèlement, c'est pas celui qui est harcelé et puis celui qui le harcèle. Il y a toute une dynamique, d'accord, entre guillemets de gang, d'accord, ce qui fait que quand bien même un adulte interviendrait, je donne un exemple qui est assez fréquent, un jeune va se plaindre, soit à la direction, soit à son parent. Donc la direction, dans le meilleur des cas, parce que ça n'arrive pas souvent, mais dans le meilleur des cas, va intervenir et va convoquer le harceleur. Le harceleur va être pénalisé ou non, en tout cas, il va être interpellé. Et donc, il va dire, attention, si tu recommences, si tu récidives. Qu'est-ce qui se passe? Un harceleur, c'est très rare qu'il agisse tout seul. Il a toujours avec lui des complices. Alors, ça peut être 2, 3 personnes avec lui, mais ça peut être aussi un renfort de tout un groupe, parce qu'il est très fort physiquement ou verbalement, etc., de tout un groupe. Les gens ont peur de lui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont avec lui. Il y a ceux qui sont avec, et puis il y a ceux qui ont peur de lui, qui ne peuvent pas, donc qui deviennent des témoins. D'accord? Donc, à ce moment-là, le harceleur, ce qu'il fait, il va passer la main. Il va dire, écoute, moi, je ne peux pas, là, je n'ai pas envie de me faire sanctionner. Voilà ce que tu fais, tu vas lui faire ça. Ça empire, ce dont parlait tout à l'heure Amel. La situation empire. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le petit jeune qui s'est plaint, qui a eu le courage de se plaindre, parce qu'il faut aussi ne pas oublier que c'est très rare, un jeune harcelé qui va aller le dire. Là, je vous donne quelques raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Donc, le jeune qui s'est plaint une première fois, il voit que le harceleur, enfin que la situation de harcèlement sous couvert du complice est en train de continuer, voire de gonfler, d'accord? Là, il est en train de chuter. Il ne fait plus confiance à l'adulte. C'est un ado qu'on perd? C'est un enfant qu'on perd? Pardon, oui, Amel? Alors moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi une petite nuance, c'est-à-dire que le primaire, c'est complètement différent du collège et du lycée. Au primaire, c'est vrai que quand les adultes interviennent, le maître, il a encore ce pouvoir. L'enfant est dans quelque chose, il ne se rend pas compte. Et quand il y a un travail, c'est-à-dire même des fois, malheureusement, la sanction, et ça fait stopper, l'enfant a peur et il arrête. Et il ne va pas passer la main. Quand ils sont plus grands, il y a ce danger. C'est pour ça que pour moi, il est essentiel que ce soit au sein de l'établissement qu'il y ait des adultes pour faire ce travail de médiation. Parce que le travail, quand les adultes n'ont pas le temps, parce qu'ils sont dans le quotidien, ils doivent régler, ils pensent que punir, poser une sanction, ça va tout régler. Ça ne règle rien. Comme disait Myriam, ça aggrave et ça devient tout un groupe contre un élève et l'autre, il a les mains propres parce que c'est plus lui qui agit. Par contre, quand c'est une personne qui prend le temps, nous, c'est ce que nous faisons dans notre établissement. Nous prenons l'enfant qui a été victime, parce qu'en général, c'est pas lui, cet enfant qui vient dénoncer. Ce sont les témoins
D'accord? Et quand on le prend, on voit ce qui se passe, on fait un travail avec lui, on va chercher les différentes solutions et on va respecter les solutions qu'il a choisies lui. On travaille aussi avec la personne qui a harcelé, l'auteur. Et l'auteur, on va travailler pas dans l'objectif de le punir. Et là, il y a une énergie nouvelle, c'est-à-dire que cette personne, parce qu'elle est souvent en souffrance, parce qu'elle a besoin d'être populaire et elle pense que c'est la meilleure stratégie, elle a souffert de harcèlement et elle devient à son tour, voilà, c'est une façon de se protéger. Donc il y a un travail auprès de cette personne, de la victime. Et là, la victime, on va travailler sur son empathie, développer ses ressources, travailler avec le groupe, avec le harceleur. On va travailler, on va renforcer ses ressources. On va travailler aussi son lien avec le groupe. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut être vraiment presque tranquille en se disant on passe à autre chose. Et c'est fondamental. Ça donne des résultats, vous le constatez? Énormément. Il y a moins de cas de harcèlement? Énormément. C'est-à-dire, c'est pas forcément on diminue, mais c'est-à-dire ces cas-là, quand on les traite, c'est réglé. Après, pour diminuer le harcèlement, c'est tout un travail de fond. Absolument. Mais par exemple, pour arriver vraiment aux conséquences ultimes de l'harcèlement, c'est malheureusement le passage à l'acte, le suicide. Est-ce qu'on peut, en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'encadrant, est-ce qu'on peut voir que ça va venir, Madame Laraqi? Est-ce qu'on peut le détecter à l'œil nu? Bien sûr, on peut le détecter. C'est pour ça qu'on existe en tant qu'association. C'est parce que justement, on peut. Si on ne le sait pas, on ne va pas le deviner. Donc c'est important de s'informer, c'est important de se renseigner, c'est important de lire, c'est important d'écouter. Et c'est surtout important de dépasser ses peurs par rapport à ça. Parce que... On peut anticiper, on peut sentir que cet enfant est presque capable de mettre fin à ses jours. On peut... Alors ça... Oui, il y a des signes révélateurs, ce qu'on appelle les signes révélateurs du passage à l'acte. Okay, mais déjà, alors, les signes révélateurs du passage à l'acte, bon, bah, ils vont un petit peu en crescendo, si vous voulez. Parce qu'un jeune, au départ, il n'est pas bien. Ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver qu'un jeune, bon, ça arrive moins souvent dans le cas du harcèlement. Ça peut arriver, par exemple, dans une rupture amoureuse ou amicale, de ce genre de choses, ou un deuil. Bon, il peut arriver, je le dis parce que c'est important de le savoir aussi, qu'il n'aille pas bien et qu'il ne soit pas bien très vite, en une semaine, que ça aille vraiment très mal. Et un jeune très impulsif, d'accord? Donc, il peut passer à l'acte de manière très impulsive. Et là, ça va être difficile de voir la différence ou d'être vigilant quant aux signes, d'accord? Des fois, ils peuvent être presque inexistants, presque pas visibles. Mais, en général, dans les situations, par exemple, de violence dans les milieux scolaires subies par un jeune, il y a des signes révélateurs. Le premier, c'est un changement radical de comportement. Dès qu'on voit radical ou progressif, un parent qui voit qu'il y a quelque chose qui change dans le comportement de son enfant, comportement, encore une fois, alors physique, par exemple, sa manière de s'habiller, sa manière de dormir. Des fois, il ne dormait pas, il se met à dormir beaucoup. Voilà, des fois, il était très coquet, là, il se néglige. Ou alors, du jour au lendemain, il se met à changer de manière de s'habiller complètement. Du jour au lendemain, il change complètement sa manière. Là aussi, il y a quelque chose qui est... Ça ne veut pas dire que ça... Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'il pense au suicide. Ça ne veut pas dire qu'il est en souffrance. Des signes de souffrance ne veulent pas dire qu'il est en train de penser au suicide. On commence par une souffrance, d'accord? C'est comme ça, peut-être que je vais refaire un petit retour en arrière. Un jeune va souffrir. Alors, les souffrances, elles ont des limites. Il y a une souffrance qui est humaine, que l'on vit tous, d'accord? Seulement, il y a des limites. Il y a un moment donné où cette souffrance peut devenir intolérable. Quand elle devient intolérable, très souvent, le jeune a lancé des signaux. Les signaux, je vais vous en parler tout de suite, ce sont des signes révélateurs, entre autres. Et à ce moment-là, si ces signaux ne sont pas reçus, captés par l'adulte, d'où l'importance d'être sensibilisé, s'ils ne sont pas captés, le jeune va s'enfermer, il va s'isoler. En une minute, on peut donner des signaux parce qu'il faut... Alors, on va aller dans les signaux. Ok. Donc, un changement, donc c'est aussi son comportement, d'accord? Le comportement, il était plutôt calme avant, tranquille, il devient agressif. Ou alors, c'était quelqu'un de plutôt joyeux, il devient très renfermé. Un gamin qui se tenait plutôt droit aussi, commence à se tenir voûté. Des carnets de correspondance, on voit qu'il a des passages fréquents à l'infirmerie.
il a mal au ventre le matin, il a mal à la tête, il commence à refuser d'aller à l'école, j'ai pas cours, à sécher les cours. Alors c'est tout un ensemble, c'est tous ces éléments-là. Qui commence à écouter de plus en plus souvent des musiques tristes, qui commence à s'intéresser à la mort. Là, je suis déjà dans un enfant qui a des pensées suicidaires. Le sommeil, qui dort pas à l'école. Alors, un enseignant qui voit un gamin qui est souvent apathique alors qu'il ne l'était pas. La chute des notes. Qu'est-ce qu'il faut déclencher à ce moment-là, si c'est possible, vraiment rapidement? Tout de suite, eh ben, c'est prendre l'enfant et lui dire, écoute, je sens que tu n'es pas bien. Je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on soit un parent, enseignant, que ce soit n'importe qui, que ce soit le pharmacien ou l'épicier du coin. Si on est capable de voir ça, d'accord, c'est prendre l'enfant et lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas tout seul, on est là. Et je suis là pour t'aider. Eh bien, on va s'arrêter là, mesdames. Merci beaucoup pour cette belle discussion avec vous. Cette orientation pour les parents, justement, pour les adultes, ceux qui encadrent les plus jeunes. Merci beaucoup, Amel Hassoun, formatrice certifiée en discipline positive parents et enseignants. Et Marim Bouzidi El Araqi, présidente de l'association Sourire de Reda. C'était un plaisir de discuter avec vous. Moi, je reste avec les téléspectateurs et on revient dans une fraction de seconde, en fait. À tout de suite. Je vous le disais, une fraction de seconde et de retour avec vous sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler, en fait, on parle santé, on parle avec vous, Dr Mounia Alaoui, vous êtes gastro à Marrakech. On fait le point sur l'hépatite C, justement. Alors, on commence par le commencement. L'hépatite C, qu'est-ce que c'est? C'est un virus, mais comment ça fonctionne exactement? D'accord. Tout d'abord, je te remercie d'avoir choisi ce thème, parce que c'est fort intéressant, c'est un sujet d'actualité, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de lapsus à clarifier, donc on va essayer d'être simple, le plus simple possible. C'est quoi l'hépatite C? C'est une maladie qui touche le foie, d'accord, une maladie du foie qui est due à un virus, c'est le virus de l'hépatite C. Il y a d'autres virus qui peuvent donner l'hépatite, comme le virus type B, type D, E, donc on aura beaucoup d'hépatites. Aujourd'hui, on parle de l'hépatite C, donc le virus, il va rentrer par le sang, d'accord. Il va circuler jusqu'au foie et au niveau du foie, il va attaquer les cellules hépatiques qu'on appelle les hépatocytes, d'accord. Il va les détruire progressivement. Il va y avoir une infection, une réaction inflammatoire et donc une fibrose. Cette fibrose, elle va évoluer progressivement vers ce qu'on appelle la cirrhose. C'est un terme qui est plus connu. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'on peut avoir un cancer du foie également dû à ce virus de l'hépatite C. Alors, vous nous avez parlé de l'infection et de ses conséquences à vitesse grand V. Oui. Mais on va y aller petit à petit. D'accord. Donc, c'est un virus qui passe par le sang. Mais comment il rentre dans l'organisme? Donc, c'est une maladie à transmission sanguine. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le sang du malade infecté rentre en contact avec le sang du malade qui ne l'est pas. D'accord. Comment? Par exemple, en partageant des seringues contaminées chez les toxicomanes, les drogués, qui s'injectent des drogues par voie intraveineuse. Donc, il y a un taux important d'hépatite C dans ce milieu-là? Dans ce milieu de drogués, absolument. En partageant, par exemple, en utilisant du matériel médical contaminé dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, cabinets dentaires aussi, dans les salons de coiffure, il ne faut pas les oublier. Alors, cabinets médicaux, donc ça veut dire qu'il y a eu un problème d'hygiène? Un problème d'hygiène, de défaut de stérilisation, voilà. Surtout un problème de conscience professionnelle. D'accord. Voilà, conscience professionnelle. Donc, un matériel qui n'est pas bien stérilisé, il y a un risque de contamination. Si un autre malade a été en contact avec ce matériel, il y a un risque de contamination par un autre malade qui va venir après. Directement? Forcément, il y a un risque de contamination? Oui, à quelle échelle? S'il y a du sang dans ce matériel qui n'a pas bien été stérilisé, automatiquement, il y a une contamination. Il y a un risque de contamination qui est très, très fort. Les salons de coiffure, vous avez dit, docteur? Oui, les salons de coiffure, effectivement. On reçoit beaucoup de malades qui ont été par exemple, du matériel, les pinces à épiler qui ne sont pas bien stérilisées, le matériel de les pinces à épiler, mais normalement, il n'y a pas de sang. Si, mais on peut se pincer avec une pince à épiler. On peut se pincer, il y aura du sang, ça ne se voit pas. En général, ça ne se voit pas. Et puis, si ce n'est pas bien stérilisé, il y a un risque. Les kits de manicure, de pédicure aussi, les pinces, d'accord, c'est fréquent. Les lames de rasoir. D'accord. Chez les salons de coiffure pour hommes et pour femmes aussi. Donc, il y a un risque aussi. Avant, il n'y a pas de transmission sexuelle? Sexuelle, si, ça existe, mais il faut absolument qu'il y ait une lésion de la partie génitale, féminine ou masculine. Mais il n'y a pas de virus dans le sperme ou dans les sécrétions génitales. D'accord. Le nouveau-né peut être aussi contaminé par sa maman, mais au cours de l'accouchement.
lors du passage, au cours de l'accouchement, s'il y a du sang, s'il y a une lésion de la partie génitale. S'il y a du sang, forcément, il y a du sang. Oui, forcément, il y a du sang, mais bon, c'est surtout s'il y a une lésion. Une lésion. D'accord. Une lésion de la partie génitale. Donc, et il faut savoir qu'il n'y a pas de virus dans le lait maternel. D'accord. Donc, pour l'allaitement, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de gerçure, de lésion des mamelons, absolument. parce que là aussi, il y a un risque de passage du virus. Mais, Voilà. mais dans tout ce lot en fait, de moyens de transmission, de risques de contamination, pour vous en tant que spécialiste, qu'est-ce qui revient le plus souvent, le plus récurrent? C'est quoi? C'est les injections intraveineuses entre toxicomanes, c'est on va dire la contamination aléatoire dans les cabinets médicaux, les hôpitaux ou encore les salons de coiffure. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? On peut tout avoir. Mais essentiellement, j'ai oublié de mentionner les mécaniciens dentaires. Oui. C'est ce qu'on appelle en arabe sana al-asnan. En général, il y a beaucoup de malades qui ont été contaminés de cette manière. Ce n'est pas des dentistes, ils font des soins, ils donnent des soins dentaires, mais c'est toujours un problème d'hygiène. D'hygiène, de conscience professionnelle, de stérilisation. Par contre, on reçoit beaucoup de malades qui ont été, chez qui l'hépatite C a été découverte de manière fortuite lorsqu'ils sont allés donner du sang, faire un don de sang dans les centres de transfusion, parce qu'aujourd'hui, on dépiste systématiquement et gratuitement l'hépatite C, l'hépatite B, le sida et la syphilis lors d'un don de sang. Donc on reçoit beaucoup de malades. Alors les symptômes justement, vous dites que pour certains malades ça a été découvert de façon fortuite, mais est-ce qu'il y a les symptômes de la contamination? Oui, effectivement. Le problème avec l'hépatite C, c'est que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. En général, elle passe inaperçue. Le virus, il est là, il détruit le foie progressivement. Et puis le malade en général, il ne ressent rien. Ça prend des années, ça évolue sur des années. On aura par contre le maître symptôme, c'est une grosse fatigue. On aura une fatigue généralisée qui peut être physique ou sexuelle. Cette fatigue, le malade, il est pas malade, mais il se sent fatigué, plus fatigué que d'habitude. Ça intervient combien de temps après la contamination? En général, 6 mois après la contamination. Déjà, on a une phase aiguë et une phase chronique. Pendant la phase aiguë, elle dure 6 mois, il n'y a presque pas de symptômes. Donc c'est une phase qui dure quelques semaines et puis ça disparaît, le virus disparaît. On n'aura pas besoin de traitement. Et par contre, la plupart des patients vont passer à la chronicité, vont développer ce qu'on appelle une hépatite C chronique. On aura également un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire c'est comme si on avait de la grippe, on a des courbatures, des myalgies. Chose importante, on reçoit beaucoup de malades adressés par nos confrères dermatologues pour des lésions dermatologiques spécifiques et chez qui sont révélatrices d'hépatite C. Par exemple, le lichen plan, l'érythème noueux, beaucoup de lésions. C'est quoi? C'est des termes, techniques. Mais c'est des lésions cutanées, d'accord, qui sont diagnostiquées par le. C'est des plaques, c'est des plaques, c'est des rougeurs, des boursouflures de la peau, d'accord. Voilà, c'est important. On reçoit beaucoup de malades de nos confrères neurologues, des malades qui font des dépressions, de grosses dépressions, des pertes de mémoire, d'irritabilité. Et quand on fait un bilan, une batterie de bilans, dont le dépistage de l'hépatite C, on tombe sur une infection virale chronique. Alors justement, vous nous l'avez dit, le tableau de l'hépatite C, d'abord par ses contaminations, son dépistage, ses symptômes est très très large, très vaste. Selon l'OMS, 400 000 personnes seraient infectées par l'hépatite C au Maroc, mais justement... Même plus, vous dites jusqu'à 600, plus de 600 personnes, 600 000 personnes, d'accord. Et le Maroc, justement, a pour objectif d'éliminer l'hépatite C comme menace de santé publique d'ici 2030. 2030, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut y arriver? Comment on peut tous y arriver? Oui, comment on peut tous y arriver? Déjà, il faut insister sur les moyens de prévention, d'accord? Des campagnes de sensibilisation, c'est très important, les campagnes de sensibilisation au niveau national, au niveau régional, au niveau national. Inciter les gens à aller faire des dons de sang, c'est important, les gens ont peur aujourd'hui. Ça ne fait pas partie de notre culture ici au Maroc d'aller faire un don de sang, parce qu'il y a des malades qui en ont besoin. Il y a une pénurie de sang. Donc, allez faire des dons de sang, vous n'aurez pas de problème. Il y a un médecin au niveau du centre de transfusion qui va juger si vous êtes apte ou inapte à donner votre sang, d'accord? Si vous encouragez, c'est justement pour le dépistage. Voilà, pour le dépistage. Et également pour le dépistage qui se fait gratuitement et systématiquement lors d'un don de sang. Voilà. À part ça, donc, il faut éviter, pour les moyens de prévention, je vais revenir, il faut éviter de partager du matériel avec les gens qui se droguent. En France et ailleurs, on a mis à leur disposition des kits
jetable, d'accord, à défaut d'interdire la drogue, donc ils interdire, vont mieux mais à défaut d'interdire, ils vont mieux prévenir. C'est des gens chez qui on peut c'est interdit justement, mais à défaut de pouvoir aujourd'hui éradiquer, parce que l'interdiction, elle est là, mais à défaut d'éradiquer, au moins on peut prévenir la transmission par ce moyen. Autre chose, donc comme j'ai dit tout à l'heure, conscience professionnelle, je demande aux médecins, enfin la plupart des médecins le font, dans les cabinets dentaires, un gastro-entérologue, il utilise un matériel endoscopique, un pneumologue aussi, dans les salons de coiffure. Il y a aussi un phénomène qui est très, très à la mode, c'est le tatouage et le piercing. Donc il faut s'assurer que voilà, le matériel utilisé est stérile. Si vous avez un doute, allez vous faire dépister. Est-ce qu'on guérit de l'hépatite C? Oui, oui. On en guérit, oui, on en guérit définitivement. Heureusement, on en guérit. Mais c'est un traitement lourd et long. Ce n'est plus un traitement lourd, justement. C'est ça l'actualité. C'est qu'avant, on utilisait des thérapeutiques qui étaient un peu lourdes, qui avaient beaucoup d'effets indésirables, intolérables par les patients et qui étaient très coûteux. Des injections, 1 à 3 fois par semaine, associées à des comprimés. Ça donnait des... C'était une forme de chimiothérapie, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte. Et c'était très lourd à supporter par les malades. Actuellement, avec l'avènement de nouveaux produits qu'on appelle les antiviraux à action directe, le traitement, il est pris par voie orale, il est disponible par voie orale, on prend 2 comprimés par jour, c'est l'association de 2 médicaments. Il est mieux toléré, il n'y a presque pas d'effets secondaires, juste quelques nausées, vomissements, c'est des effets qui Mais on en guérit totalement ou le virus devient latent en fait? Non, on arrive actuellement avec cette nouvelle thérapeutique à éradiquer le virus à hauteur de 90 à 95%, c'est-à-dire on arrive. Mais il y a un risque de recontamination par le virus de l'hépatite C. C'est important de le noter. On devient fragile? Non, surtout pour le personnel à risque. Le personnel médical, paramédical, il y a un risque de recontamination. C'est-à-dire qu'on n'est pas immunisé. Voilà. On risque d'être contaminé, surtout qu'il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. C'est ça le problème. C'est pas comme l'hépatite B ou l'hépatite A, il n'y a pas de vaccin. Donc le meilleur moyen de prévention, c'est éviter les modes de transmission dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, docteur Mounia Alaoui, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous êtes gastro-entérologue à Marrakech. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation et la diffusion d'On se dit tout à Tanger et à Rabat. Au plaisir de vous retrouver très très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Média TV également, bien sûr. À bientôt. Au revoir.